Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Et salut à tous, amis du Wargame, salut à tous et bienvenue sur Hurlhammer, le podcast du Wargame à l'ancienne. Vous y êtes désormais habitués, sur Hurlhammer, on parle de Wargame de manière détendue. Eh bien, figurez-vous que je ne suis plus seul, car depuis quelques mois maintenant, enfin même à mon avis plus d'une année, il règne une ambiance quelque peu décontractée sur le YouTube français. Et à ce titre, j'ai pour invité son principal ambassadeur, Nico, de la chaîne décontractée du Ctan. Comment ça va, Nico? D'ailleurs, est-ce que tu dis Ctan ou Ctan? Alors, salut à tous déjà, merci de m'accueillir. Moi je dis Ctan, et parce que si tu dis décontracté du Ctan, ça rime avec la fameuse citation d'un autre film français que je ne citerai pas ici, qui était l'origine du nom de cette chaîne, parce que j'avais pas d'autre idée. Donc je dis Ctan, mais évidemment chacun prononcera ce qu'il veut. D'office, moi je trouve que c'est une excellente idée, c'est très référencé, on sait où on met les pieds. Ouais, voilà. Je ne puis qu'approuver ce petit jeu de mots qui m'avait bien fait rire à la découverte de ta chaîne. De la finesse toujours. Bah oui, évidemment, c'est ce qu'on veut. Dans un premier temps, parle-nous de ta contrée. D'où viens-tu ? Alors, moi je suis à Brest actuellement, donc au fin fond de la Bretagne, fin fond du Finistère. C'est un endroit où j'ai fait toutes mes études. Je suis arrivé là-bas quand j'avais 16 ans, j'y suis resté jusqu'à la fin de mes études. Après, j'ai fait un long passage par Paris pour des raisons de job et de carrière. Et puis, dès que j'ai pu trouver une alternative pour partir de Paris, j'en ai profité et je suis retourné du coup m'installer à Brest, une ville qui a mauvaise réputation parce que tout le monde imagine que c'est moche et que c'est soviète, mais en vrai, c'est une ville très agréable à vivre, avec deux belles plages, il pleut pas tant que ça, et c'est très sympa. Ouais, en gros, tu as suivi le cursus normal d'aller chez les fous pour travailler, puis de s'en extraire pour regagner des, des contraires plus paisibles. Des vertes contrées, exactement. Ouais. Ah bah évidemment, ouais, moi je suis fou amoureux de la Bretagne également. Le Finistère, comme tu dis, ça a mauvaise presse, mais putain, ça a une espèce de beauté sauvage, c'est assez parfait, quoi. Bah, tu retrouves des paysages d'un peu toute la France. T'as des coins qui ressemblent presque à la Provence où c'est un peu sec. T'as des plages de cailloux, de galets avec des arbres au bord de la mer. T'as des plages de sable fin. Enfin, tout est sympa et c'est vraiment une région qui est agréable. Ça reste encore abordable en plus financièrement. Et puis moi surtout, c'est que j'ai encore tous mes potes de fac qui sont là, que je retrouve quasiment toutes les semaines, soit pour jouer à Warhammer, soit pour boire des pintes. Donc ça joue aussi. Ah putain, ça fait plaisir. Ouais, bah les gars, si vous vivez encore chez les fous, vous voyez, Brest, ça peut être une option tout à fait viable. Venons-en à ton petit profil de joueur. Quel type de joueur es-tu? Casu, narratif, méta, machin? Comment ça se passe? Alors, moi j'ai un peu les deux volets, c'est-à-dire que moi j'ai repris, on en parlera un peu plus tard, mais j'ai repris en 10e édition, après une bonne grosse pause, et donc on a commencé à jouer un peu tout azimut avec, comme tout le monde, t'achètes un pack de terrain tout fait parce que t'en as marre de jouer avec des boîtes à pizza, et puis du coup ton pack de terrain c'est forcément un truc WTC ou UKTC ou ce que tu veux, et donc on est tout de suite parti dans un jeu très normé, avec les missions secondaires, le fait que tu arrives pas des réserves après le 3e tour, les patrons de ruines, les machins, et c'est vrai que ça nous a tout de suite orienté sur un truc plus, on va dire, jeu égal. Et là, on commence à redécouvrir avec mon petit frère qui s'est mis à Warhammer il y a pas longtemps, mais aussi un autre pote, on commence à redécouvrir le jeu plus narratif, où on ignore les secondaires, on fait des jolies tables, on ajuste un peu les règles sur les ruines, la visibilité. Mais je joue aussi assez régulièrement au club du coin, en mode vraiment, là, pour le coup, pur tournoi WTC, ultra compète. Donc j'ai un peu les deux. Personnellement, plus je fais du narratif et plus je me retrouve dans ce mode de jeu-là, et moins je me retrouve dans la partie compétitive, où je trouve qu'on joue avec des règles qu'on tord dans tous les sens et qu'on abuse au lieu de jouer avec l'esprit de la règle, et plus ça va et moins ça m'amuse, on va dire. Oui, bah de toute façon, actuellement, reprendre Warhammer, par exemple, et puis se cantonner aux règles officielles, c'est d'office, en fait, faire du jeu égal et probablement avec les petits
petits défauts qui vont avec, c'est-à-dire la course à la puissance, comme tu dis, tordre les règles pour optimiser un peu ces affrontements. Enfin bref, tout ça, on va y revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que t'as exactement le même profil de jeu que moi, c'est-à-dire un amoureux du narratif, mais tout à fait méta-compatible. Bon, ça, on reviendra probablement là-dessus. Fais-nous possiblement un petit historique de ton expérience Warhammer. Quand est-ce que ça avait commencé pour de bon tout ça ? Bon, c'est très. Je pense que c'est un peu comme tous les gens qui ont à peu près mon âge. Moi, j'ai 37 ans, donc j'ai commencé à jouer quand j'avais peut-être 9 ans. Rentré dans une boutique avec mon grand-père. À l'époque, on habitait à Nice et il m'a offert le magasin Contesso, pour ceux qui habitent à Nice, ça doit encore exister, j'imagine, qui m'a offert une petite boîte de Berserk de Khorne, les vieux de l'époque qui avaient des poses un peu statiques, mais qui étaient quand même assez stylés. Et je connaissais pas du tout le truc. C'était des maquettes. Mes parents étaient très contents de me voir jouer avec des machins un peu manuels plutôt que de m'enfermer dans ma piole avec un bouquin, donc ils trouvaient que c'était sympa. Et j'ai assemblé ça, et puis petit à petit, je suis tombé dedans, j'en ai acheté plus. Il y avait une boutique Games Workshop à l'époque, juste en bas de la maison, donc en plus, je passais un peu mon temps là-bas, et je suis tombé dedans très très vite, et j'ai continué à jouer jusqu'à, je pense, mes 16 ou 17 ans. Après, avec la fac, pas de sous, les parents qui t'offrent plus rien parce que c'est plus leur job, et puis donc un peu lâché pendant mes études, et j'ai repris peut-être en 7e édition avec la boîte, comment elle s'appelait, il y avait les Dark Angels contre les Crimson Slaughter dedans là. Sombre Vengeance, il me semble. Dark Vengeance, ouais, voilà, un truc comme ça. Donc j'ai repris avec celle-ci un petit moment, et puis en fait en partant de Paris j'avais besoin de sous, donc j'ai vendu toutes mes armées de quand j'étais gosse, donc tous mes taux, dur. tous mes Eldar, tous mes Dark Angels, mes KO, etc. J'ai tout vendu, et je suis arrivé à Brest où on m'a dit mais tu veux pas te mettre au Warhammer, toi t'aimais bien ça quand on était à la fac. Et j'ai dit j'ai tout vendu, vous me faites chier, j'ai pas envie. Et j'ai tenu 2 ans, et au bout de 2 ans j'ai fini par craquer, et puis maintenant j'ai 5, 6, 7 armées à 3-4 000 points chacune. Et c'est n'importe quoi. Mais non, donc je pense que c'est un peu le même parcours que tout le monde. Tu commences quand t'es gamin, t'abandonnes un petit coup quand t'as plus le temps, soit que tu fais une vie de famille, soit que tu bosses, et puis tu reprends petit à petit avec nostalgie et plaisir. Ouais, c'est tout à fait ça, quoi. Donc, du coup, tu t'as repris en V10 en mode ok, je repars de zéro, j'ai revendu toutes mes armées. Ah, j'avais plus rien, ouais. Depuis, à mon avis, t'as pas chômé. Donc, du coup, parle-nous un peu de tes factions à l'heure actuelle et quelque part de leur effectif. Et naturellement, dis-nous quels sont également tes petits chouchous dans tout ça, quoi. Ouais, alors quand j'ai repris, j'ai commencé avec les orques, parce que c'est une armée que j'avais toujours voulu jouer à l'époque, mais que je pouvais pas me payer parce qu'il fallait trop de figurines et que j'avais pas le pognon. Ah, ça donc, c'est clair. J'ai démarré avec des orques, qui restent une de mes armées favorites. Là, j'en ai vraiment un paquet. Je dois être peut-être à 7 ou 8 000 points, un truc dans le genre. Oh Bon, il y a 800 points de Stompa là-dedans, évidemment, mais Oui, bien sûr. Oui. non, j'ai de quoi faire des listes variées sur plein de détachements différents. Je peux faire de la Dread Mob de manière complète, je peux faire du culte de la vitesse avec que des mecs motorisés, je peux faire une horde verte avec des boys, je peux faire des listes d'AK parce que j'ai pas mal de trucs qui shootent. Donc ouais, là pour le coup, je pense que c'est l'armée la plus massive que j'ai en termes de nombre de figurines et d'options. J'ai une armée Custodes, où là, du coup, forcément, les points, ça monte vite, avec quelques trucs Forge World, des Venatari, un Télémon, quelques Dread, un Caladus. Là, je dois avoir aux alentours de 4, 5, peut-être 6 000 points, mais c'est pareil, c'est des custos, donc ça monte extrêmement vite. Ouais. J'ai une armée Admech, qui est une de mes favorites aussi, Mechanicus, où là, je dois être aux alentours de 4, 5 000 points, mais pareil, armée très populeuse, donc avec beaucoup de petits Skitari, beaucoup de cataphrons, beaucoup de robots castellans, parce que c'est un peu mes préférés dans le truc, plein de petits poulets Ballistari et autres plaisirs de ce genre-là. Voilà, 4-5 000 points d'admec, ouais, on parle là d'un effectif quand même très très sérieux, quoi. Hein. Ouais, t'es aux alentours de 150 figurines à peu près, ouais. En comptant les véhicules et tout. Ouais. C'est chaud, quoi. J'ai des Drukhari aussi, donc là je dois être aux alentours de peut-être 3000 points. C'est une des armées que j'ai le moins développées, mais ils n'ont pas beaucoup de variété. Donc en fait, je joue ce qui est dispo, plus quelques proxys pour les figurines qui sont plus vendues par Games Workshop. Ouais. C'est l'armée avec laquelle je m'exerce actuellement quand je joue en mode vraiment compétitif. C'est une de mes armées favorites aussi, juste pour l'esthétique qui est magnifique, je trouve, ces espèces de bateaux ailés, des petits elfes maléfiques, et puis les monstruosités de chair, les Talos, les machins comme ça, je trouve ça superbe. Donc c'est une de mes armées favorites, depuis que j'ai commencé à jouer d'ailleurs, hein, parce que quand j'ai commencé à jouer les Eldar Noirs, c'était la boîte de lancement, hein, c'était Eldar Noir versus Black Templar. La V3, c'est la boîte de la 3e édition. Ouais.
Et donc c'était une des armées que je trouvais les plus classes. Et d'ailleurs, si on regarde aujourd'hui ce que vend Games Workshop en Eldar Noir, il y a autant d'unités dispo à la vente qu'il y en avait dans le premier codex Eldar Noir. Ça n'a pas changé depuis plus de 20 ans. Il y a plus d'unités listées, mais en fait, à la vente, c'est le même nombre. Ça n'a pas évolué. Ouais, faut être patient sur ce coup-là. Moi aussi, j'ai une armée Drukhari dans les tuyaux, et c'est vrai qu'elle mérite que j'attende un petit peu un petit refresh de la gamme pour mieux en fait faire le plan de bataille quelque part. Mais ouais, moi je partage complètement, l'amour des Drukhari en termes d'esthétique, en termes de lore, et surtout c'est une armée très très fun à jouer également, quoi. Ouais, c'est super agréable. Elle est très dure à jouer de manière, on va dire, compétitive, parce que la moindre erreur de placement te coûte la partie, mais par contre, elle est super fun en mode plus détendu. Ouais. Et puis sinon, j'ai une armée de Deathwatch, donc là, c'est un truc que j'ai commencé en sachant que ça allait disparaître et que c'était dans les agents de l'Imperium, et je m'étais dit, je vais faire une armée Deathwatch que je vais jouer en Space Marines. Ils ont sorti finalement un index Deathwatch, donc je suis très content, et du coup, j'ai un peu bourriné sur cette armée que j'ai commencé là, peut-être il y a un an, même pas, et donc j'en ai un sacré paquet là aussi, je dois être à 4000 points, je pense, à peu près peint. Ah ouais, putain, t'as pas perdu de temps, quoi. Donc ouais, là il y a du monde, et puis là pour le coup c'est mon projet modélisme, puisque chaque Space Marine individuel a une conversion qui reflète son chapitre, donc ils ont tous une épaulière de leur chapitre, mais ils ont aussi un petit colifichet, une arme spéciale, ou un casque bizarre, ou une toge, ou un pagne, ou un machin, qui reflète leur chapitre spécifiquement. Donc il n'y a pas un Space Marine qui n'est pas converti dans cette armée, donc c'est le projet, on va dire, longue haleine et long terme, mais qui du coup sur la table pète un peu la classe. On peut voir une partie de l'armée justement dans le dernier rapport de bataille narratif que j'ai publié sur la chaîne. Ouais, ça je l'ai déjà dit et redit sur les ondes de Rural mais le projet Deathwatch en termes de modélisme, de conversion et de kit bash, du côté des Space Marines, c'est de loin le projet le plus ambitieux, le plus sympa, le plus fun, mais également le plus chiant parce qu'il faut acheter beaucoup de kits pour constituer ces fameuses kill teams de 10 personnes qui regroupent, on va dire, un peu tout et n'importe quoi, différentes tailles d'armure et tout. Bon, en tout cas, toi, t'as l'air d'avoir bien géré la chose, quoi. Ouais, bah après, avec l'impression 3D, il y a pas mal de choses qui se font très bien maintenant. Donc, effectivement, il faut toujours acheter les kits pour customiser, mais au moins pour tout ce qui est épaulière, personnalisation de chapitres et tout, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, moi, je me suis beaucoup servi d'une référence. C'est un article qui est sur Warhammer Community. Alors, j'ai plus le lien, mais si vous tapez Deathwatch Army Warhammer Community, je pense qu'il n'y en a pas 60. Et c'est un mec qui a fait vraiment chaque figurine custo, et elles sont incroyables customisées. Il y en a qui ont des armes Xenos bidouillées avec des sauts de pureté par-dessus et tout. Elles sont vraiment phénoménales, et je me suis pas mal inspiré de ce qu'il avait fait, moins poussé, mais vraiment très très classe. Ouais, c'est cool. Puis c'est vrai que la perspective d'utiliser des armes issues en fait des armes Tau, Necron, des lames d'hyperphase et tout, voilà, ça propulse le truc dans d'autres sphères. Mais bon, c'est top, du boulot, quoi. C'est du boulot. Ouais, c'est du boulot, ça demande vraiment beaucoup de temps, et puis du coup, t'as des grappes partout de 60 000 unités différentes. Il faut que t'achètes les kits de conversion Deathwatch si t'as pas d'imprimante 3D, donc ça rajoute quand même un coût pas possible. Et en plus, ces kits de conversion sont plus vraiment à jour pour les primaris, c'est-à-dire que t'as pas d'épaulière pour les Terminators, t'as 2 épaulières Gravis par kit, donc si tu veux faire une kill team de 10 Gravis, il te faut 5 kits d'amélioration. Donc ça peut être très coûteux si t'as pas d'imprimante 3D, mais si t'en as une, par contre, c'est au top. Et donc, c'est fini là ou pas? En Deathwatch ou en armée? Non, t'es armé, t'es armé, parce que là, la dernière, c'est Emperor's Children. Ok. C'est Emperor's Children parce que je suis un gros fan de tout ce qui est truc de Slaanesh. Je joue aussi les Hédonistes de Slaanesh à Age of Sigmar. Et du coup, j'ai une armée d'Emperor's Children qui est la moins avancée de toutes. Si je rajoute les démons que j'avais déjà à AOS, j'arrive à faire des 2000, 2200 points peut-être, mais il y a encore très peu de choses peintes. C'est celle sur laquelle j'avance justement, et c'est pour ça que je fais ces rapports de bataille Emperor's Children, parce que ça me donne un bel objectif pour avancer sur la peinture de cette armée-là aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose dedans. Quasiment tout ce qui a été montré sur table sur le rapport de bataille précédent, c'est ce que j'ai peint. J'ai pas peint plus que ça. Donc c'est le petit projet bonus, où là, c'est pas mon projet modélisme, c'est mon projet niveau de peinture, où j'essaie vraiment de m'acharner à faire des trucs très très précis, du lining à l'intérieur de chaque panneau d'armure, de chaque épaulière, etc., pour aller le pousser un peu le plus loin possible sur le niveau de peinture. Ok, donc en fait, tu nous dis que tu as repris assez fraîchement en V10, et déjà, en fait, le body count, il est monstrueux, quoi. Ce qui nous amène, en fait, à parler de ton exercice du hobby et de la peinture. Bon, moi, je me considère comme étant un extrémiste, hein, c'est-à-dire que par an, évidemment, je peins un énorme lot de figues et d'armées. T'as l'air peut-être encore pire, en fait. Moi, je peins tous les jours, à peu près 3 à 4 heures par jour.
Excellent. Que ça soit du décor, de la figurine, enfin, je dis peint, je fais du hobby, quoi, donc assemblage et ou peinture. Ouais. On va dire entre 3-4 heures par jour, quasiment tous les jours. C'est mon truc de relaxation, c'est mon truc qui me vide la tête, c'est mon activité à moi où je me pose et je fais mon truc dans mon coin. Donc effectivement, bah, ça dépile assez vite. Après, tout n'est pas... Tout a un niveau de peinture qui est, on va dire, bon. Tout est assombri avec une encre éclaircie. Il n'y a pas une couleur qui n'est pas assombrie et éclaircie sur toutes les figurines. Il n'y a rien qui déborde. Maintenant, c'est pas du Golden Demon non plus. Je fais pas des socles absolument hallucinants. Il y a certaines armées sur lesquelles je m'applique plus que d'autres. Les orques, quand tu fais des éclaircissements un peu grossiers, c'est presque mieux que d'essayer de faire du super précis. Par contre, quand tu fais du custo, moi j'ai eu la mauvaise idée de les faire en Solar Watch, donc ils sont peints couleur crème avec une encre, C'est et dur, toutes ça. les dorures sont peintes en doré par-dessus. Bon, bah celle-ci, si t'es pas précis, ça fait vite dégueu, Ouais. donc ça peut prendre un temps fou. L'Admech, bon, bah chaque figurine, elle est plus détaillée qu'un capitaine Space Marine, donc forcément, il y a du boulot. et puis les Emperor Children, c'est pareil, niveau peinture, si t'as envie de les faire vraiment sympa, tu peux t'acharner pendant des heures sur chaque bonhomme. Donc ça prend beaucoup de temps, mais c'est super agréable, super relaxant, et c'est un truc que je pourrais pas me voir ne pas faire aujourd'hui. Au moins passer 1 heure ou 2 heures de peinture par jour, pour moi, ce serait me couper un bras. Ah bah excellent, ça fait plaisir d'entendre ça. Je suis dans le même cas que toi en termes de volume horaire. Donc c'est vrai que au bout d'un moment, t'en as besoin de tout ça, tout simplement. Moi j'ai déjà inventé en fait les vertus presque thérapeutiques que peut avoir la peinture, l'assemblage, en fait l'exercice du hobby dans sa globalité. Donc toi tu fais partie des gens en fait dont le quotidien est complètement ancré là-dedans. Ça te fait du bien, ça te relaxe. Et puis en plus au bout du compte, le résultat il est impressionnant parce que là, en 2 ans de version, t'as monté de la sacrée armée, quoi. Ouais, et puis ça prend pas en compte ce que j'ai fait à Age of Sigmar non plus. Ouais, putain, mais oui, parce que, le furieux, quoi. Parce que, je t'ai déjà entendu parler sur ta chaîne d'AOS, mais également d'Horus Heresy. Est-ce que c'est prévu également tout ça? Alors, Horus Heresy, c'est prévu, mais j'ai pas encore démarré. Ouais. Là, en fait, comme je me suis concentré sur tout ce qui était Emperor Children et autres, j'ai pas encore pris le temps. Mais effectivement, Horus Heresy, j'ai une boîte, la Battle Force du Mechanicum, là, que je vais démarrer. Donc, j'ai une vingtaine de serviteurs, 2 robots, 6 petits robots cyborg, un tech priest, un gros tank. Voilà, il y a pas mal de trucs à faire, mais j'ai pas encore commencé. Et puis il y a Old World aussi, sur lequel je me suis lancé dans les elfes sylvains. Oh là là. Donc j'ai commencé un peu. Pour l'instant, j'ai peint que 16 archers, donc c'est pas encore allé très loin, mais j'ai assemblé tout le contenu de la Battle Force déjà, donc c'est prêt à démarrer. J'ai une petite campagne qui démarre en mode 500 points dans le groupe de jeu local. Je crois que ça commence en octobre, donc d'ici là, j'essaierai d'avoir les 500 points de pain, et puis je me concentrerai là-dessus après pour avancer. Ouais, donc dans le planning à venir, peut-être qu'on va s'éloigner un petit peu de 40K pour aller vers d'autres choses. Tiens, parlons un petit peu de ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, de l'Horus Heresy V3? Est-ce que tu as lu les règles? Est-ce que tu as fait une petite partie d'initiation? Moi, pour ma part, c'est clairement quelque chose vers lequel je vais foncer. Parce que j'y retrouve, tu vois, le Warhammer des temps anciens, Ouais. un jeu très pointu, très technique, mais qui, à chaque instant, en fait, raconte une histoire. Là, tu vois, la moindre petite grenade que tu mets sur un centurion, elle s'incarne en termes de règles. Donc, quelque part, c'est le palliatif à tout ce qui me désole un peu dans le 40K actuel. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'Horus Heresy? Alors moi j'ai lu les règles et j'ai fait une petite partie contre moi-même pour comprendre les trucs qui étaient pas très clairs. Ah, ok, Parce ouais. que comme d'habitude, les règles écrites par le studio spécialiste, là que ça soit Old World, Heresy, etc., c'est écrit par des gens qui, je pense, ont envie de faire de la poésie, quoi. Ouais, c'est touffu. C'est vraiment les règles sont écrites d'une manière mais qui est tellement ampoulée. Il y a une des pages qui t'explique un truc ultra simple, qui est que dans ton profil, tu as des caractéristiques de base, et puis qu'au fur et à mesure de la partie, il peut y avoir des modificateurs qui s'appliquent à ces caractéristiques, et que donc évidemment, quand tu regardes la caractéristique, tu prends la version modifiée. Ils essaient d'expliquer ça prend 7 paragraphes différents qui sont incompréhensibles. Il y a même un endroit dans les règles où ils te disent que la valeur qu'il faut prendre quand tu jettes les dés, c'est la face supérieure du dé, quoi. Ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ça a vraiment été écrit par des psychopathes, ça c'est clair. Et donc du coup, j'avais besoin de faire une petite partie contre moi-même, juste pour essayer de comprendre certains trucs.
Maintenant, effectivement, ça transpire la saveur, quoi. C'est que du narratif, que de l'histoire, que du fun. Moi, les valeurs d'armure, les gabarits, les dés de déviation, tout ça, moi, ça m'explose parce que bah, j'ai commencé avec ça, donc j'ai jamais trouvé que c'était compliqué ou problématique parce que bah, c'est des choses que je connais depuis que j'ai commencé à jouer. Hein. Franchement, les gens qui te disent que ça crée des disputes et que c'est compliqué, faut changer de groupe de jeu. Hein. Ouais, c'est clair. Si quelqu'un se dispute sur combien de figurines sont sous le gabarit ou quelle valeur d'armure est visible actuellement, franchement, ils ont pas compris le principe, quoi. Même quand moi je jouais, quand j'avais 9-10 ans, on se disputait pas là-dessus, quoi. Donc bon, faut arrêter un peu. Ça n'a jamais été compliqué ou problématique du tout. Ça n'est problématique que pour les gens qui jouent en tournoi, ce qui est pas du tout l'objectif de l'hérésie. Ouais. Donc moi, ça me pose pas de problème. Il y a quelques trucs qui m'inquiètent un peu dans le système de règles. Le système de duel, je trouve, est peut-être carrément trop poussé. Parce que là, tu peux quasiment passer 4 heures à faire le mini-jeu. Ah ouais, c'est un vrai jeu dans le jeu. Hein. Et puis le côté focus sur les objectifs, moi, bon, bah, voilà, il y a déjà ça à 40 000. J'aimerais bien que ça soit pas inclus dans les règles, ce genre de truc de tu contrôles des objectifs en générant 1 point de victoire, 2 points de victoire, seulement si tu tues une unité ou si t'es sur l'objectif. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Ça oriente un peu trop le jeu sur un système de scoring qui, moi, me parle pas. Mais bon, sinon, le reste, je trouve que oui, c'est des règles qui sont fantastiques. C'est narratif, c'est fun. Ça va être compliqué à maîtriser sans y jouer régulièrement, mais c'est super intéressant. Ouais. Ouais, mais je te rejoins un peu sur le sentiment en fait à la lecture de ce livre de règles qui à la fois en fait tu prends beaucoup de plaisir à projeter sur la table ce qui t'est décrit, mais par contre la rédaction elle est cauchemardesque Oh quoi. là là, c'est horrible, c'est empoulé au possible, c'est faire des phrases pour faire des phrases alors que ça aurait pu être tellement plus simple en écriture. Ouais. Il y a un mi-chemin à trouver entre ce qui est écrit pour 40K où en fait ça a tellement été simplifié dans l'écriture que du coup il y a des trous dans la raquette partout et du coup t'as un document de correctif qui fait plus de pages que les règles elles-mêmes. 140 pages, ce qui n'a pas de sens. Mais par contre, les Hérésidorus, ils sont allés beaucoup trop loin pour essayer de faire un truc ultra normé, mais qui du coup à lire est très indigeste, quoi. Ouais, c'était chaud. Ouais. Quand pour ta règle spéciale, t'es obligé d'avoir un récap en gras qui te dit cette règle stipule que le personnage peut faire un peu plus de dégâts au corps à corps. Et ensuite, la règle, elle fait une page entière. Tu dis bon, vous êtes peut-être allé un petit peu loin quand même dans la manière de pousser le truc. Mais au moins, tu te dis qu'ils auront peut-être pas besoin de faire des correctifs toutes les 3 semaines pour réexpliquer que tel point de détail, en fait, ça s'interprète comme ça, parce que là, tu peux difficilement mal interpréter la règle vu comme c'est détaillé, quoi. Ouais, je l'ai vécu comme ça également. En fait, tu te dis, ok, la lecture, c'est catastrophique, mais par contre, le jour où sur table, où on va avoir la moindre petite zone d'ombre, tu vois, le moindre petit doute, on relit ce paragraphe de la douleur, et là, par contre, ça éclaircira le truc parce que ils ont tellement empoulé le truc voilà, que ça répondra à la moindre situation de doute. Ouais, c'est un peu l'expérience Horus Heresy, quoi. C'est aussi douloureux que excitant. Mais bon, très bien, c'est cool que. C'est ça. C'est cool que tu te lances là-dedans et j'avoue, bon, la faction Mechanicum, c'est quand même un gros coup de cœur en termes de figurines. Ça a un swag pas possible, quoi. Vraiment. Ouais, c'est moi très, je très bien. je désespère pas qu'on puisse jouer certaines de ces figurines à 40K plus tard, même si j'ai peu d'espoir. Mais bon, je garde un petit filet d'espoir quand même. Maintenant, c'est vrai que jouer des Space Marines, moi ça m'éclate pas des masses. Je trouve que, enfin. À jouer, pourquoi pas, mais à peindre, c'est une armée qui m'amuse pas, parce que, bah, en fait, quand t'as peint un Space Marine, t'as aussi peint tous leurs véhicules, tous leurs dreadnoughts, tous leurs trucs, c'est exactement le même mode de peinture, et moi, c'est vrai que du coup, je m'amuse moins, donc j'avais pas envie de jouer une légion de Space Marines, mais du coup, le Mechanicum m'apportait un petit peu de fraîcheur qui me permettait quand même de jouer au jeu, même si je pourrais jouer avec mes custos, hein, puisqu'ils sont parfaitement compatibles. Ouais, grave, ouais. Mais je voulais une armée spéciale pour ça, qui était construite pour, donc comme ça sera cool. Ouais, bah d'ailleurs, ouais, moi aussi j'ai une armée custo et c'est vrai que je pensais bien l'essayer pour ma première partie d'initiation à venir. On verra ce que ça donne. On verra parce que les custos, honnêtement, à 40K, j'ai pas mal de. En gros, ça m'éclate pas quoi de jouer custo à 40K. Non, on s'ennuie avec cette armée à 40K. Ouais, je les ai pas chiant, sortis depuis longtemps. On est d'accord. Hein. Ouais, je les ai pas sortis depuis un bail. Je les ai sortis avec le détachement Dreadnought là qui était rigolo. Ouais. Mais depuis, je les ressors pas parce qu'en fait, tu retrouves pas la puissance sur table. Ça meurt trop vite, ça dégage trop vite de la table, ça tape pas assez fort, ça manque de punch sur les véhicules. Il y a pas de saveur dans les règles. Je sais pas. Il y a un truc qui manque. C'est pas. T'as pas l'impression de jouer une armée vraiment d'élite. T'as l'impression de jouer des Space Marine plus. Ouais, voilà. Alors que tu devrais être des quasi primarques sur table. Et je trouve que c'est un peu dommage. Ouais.
Ouais, exactement. Tu retrouves pas là, il y a un vrai problème d'échelle de puissance. Bon, bah écoute, maintenant, on va en venir à ta petite chaîne YouTube. Enfin, petite Ouais. qui est possiblement en train de devenir grande. Donc, décontracté du temps. Bon, déjà, comment ça t'a pris ça? Un jour, tu t'es levé, tu fais bon, faut que je fasse une chaîne, j'en peux plus, 40K, faut que j'en parle? Alors, moi, je suis youtubeur de profession déjà, hein. Ouais. Mon activité principale au quotidien, c'est de faire une chaîne qui parle de Linux, donc un système d'exploitation pour ordi pour geekos et nerds. Donc, je fais ça depuis 8 ans à peu près, et c'est mon activité principale. C'est une chaîne qui est en anglais, qui s'appelle The Linux Experiment, et qui a maintenant 400 000 abonnés. Ah Donc, ouais, j'en vis très bien, très confortablement depuis un bout de temps. brutal, ouais. Et Cool. bah, c'est un truc qui me prend pas mal de temps, mais qui me donne aussi plein d'idées sur discuter de choses. Et puis, effectivement, je trouvais qu'à Warhammer 40 000 en français, il y a déjà énormément de contenu, plein de trucs qui sont très quali et tout. Mais moi, j'avais envie, effectivement, d'en parler. Alors, je dis pas que je cherchais à combler une niche qui manquait, parce que je trouve pas que ça manque. Moi, concrètement, quand j'ai démarré, je me suis juste dit, bah, en fait, tu sais quoi, un truc qui me prendrait pas trop de temps à faire, mais qui serait intéressant, c'est le concept Auspex Tactics, mais en français. Donc tu fais des PowerPoint, tu parles par-dessus, ça n'existe pas en français actuellement, ou en tout cas pas que j'ai pu trouver, et il y a moyen de faire des trucs rigolos là-dessus, des petites analyses de détachement, de règles et tout. Donc j'ai démarré au pire moment possible avec la sortie des détachements grotte masse là, Ouais. où du coup je me suis farci une vidéo par jour pendant 30 jours, ça a été un enfer absolu en termes de rythme de boulot, Ah, c'était du mais taf, ouais. c'était super intéressant et ça a bien lancé la chaîne. Et puis bah maintenant petit à petit j'évolue un peu en dehors de ce format PowerPoint avec des trucs un petit peu plus montés, un petit peu plus travaillés, un petit peu plus scriptés, un premier rapport de bataille qui arrive aussi, etc. Donc je garde le format PowerPoint pour tout ce qui est analyse, on va dire méta, détachement, passe d'équilibrage et tout, qui m'intéresse toujours. Mais par contre pour tout ce qui est un peu plus lore, fun, gameplay, là, je montre un peu plus ma tête et puis je fais une vidéo un peu travaillée. Mais bon, voilà, ça m'a juste pris parce que j'avais un peu de temps libre, parce que j'avais envie de parler de ça avec d'autres gens, et puis j'avais envie de partager des choses là-dessus en me disant, bah écoute, pourquoi pas publier ça. J'avais pas d'espoir de succès particulier, honnêtement, mais comme ça cartonne plutôt bien, bah écoute, je continue à le faire du coup, puisque il y a une audience et il y a des gens que ça intéresse, donc on y va quoi. Ouais, bah c'est cool. Et bon, c'est vrai que en fait, dès le début, tu as été très à l'aise dans l'exercice vu que tu étais habitué avec déjà une chaîne assez énorme. Et en tout cas, l'alternative est intéressante parce que c'est vrai que le format Auspex Tactics, il est pratique pour voir tout ce qui se passe. Mais par contre, je suis strictement incapable d'écouter ça. J'ai l'impression de tomber sur le répondeur automatique de Pôle emploi. C'est infernal. Donc toi, t'as rajouté pas mal d'humanité dans tout ça, hein. C'est la C'est sûr bienvenue. qu'il manque. Alors, bah, en fait, Specs, effectivement, il fait un boulot de malade, hein, parce qu'il y en a plein qui disent, oh, c'est que des PowerPoint, c'est normal qu'il en fasse 3 par jour, c'est facile. Moi qui fais les mêmes PowerPoint, non, c'est 4 heures de taf par vidéo, hein. Une vidéo d'une demi-heure, préparer le PowerPoint, copier-coller les images, les détourer, les coller sur le Ouais, fond, ouais, ouais. enregistrer le truc, faire le montage et tout, c'est entre 3 heures et 4 heures de taf. Donc c'est un boulot de malade que le mec fait, ça on peut pas lui enlever. Par contre, effectivement, sa voix est insoutenable à écouter, ça c'est pas de sa faute, mais la diction est monocorde, elle est plate, et il met pas vraiment de personnalité non plus trop, je trouve, enfin il donne pas beaucoup d'opinions, il parle pas beaucoup de ses expériences à lui dedans, et du coup ça rend le truc peut-être un peu lisse. Ouais, c'est un serviteur en fait, hein. Ouais, ouais, si on veut. Mais c'est vrai que je pense que la moitié des gens qui regardent mes PowerPoint ne mettent pas le son non plus. Ils regardent que les slides, ils font avance rapide. Tu vois, t'appuies 2 Ah fois ouais, sur tu la... penses? Ah oui, oui, c'est même garanti. Il y en a plein qui écoutent pas. Ils me le disent même dans les commentaires en disant j'écoute pas, je regarde, mais je trouve ça intéressant. Et puis même, tu vois, dans les commentaires, il y a des choses que j'éclaircis à l'oral et où les gens te posent la question dans les commentaires parce qu'ils ont pas écouté, ils ont juste regardé la slide. Ah putain. Donc il y a effectivement ce genre de truc, mais voilà, je pense que ça reste peut-être un tout petit peu plus écoutable, en tout cas pour ceux qui veulent, parce que bah, c'est une diction qui est peut-être un petit peu plus travaillée, mais aussi parce que j'ai l'habitude de le faire. Ouais, bah complètement. Moi, je t'avoue que c'est un peu l'exercice inverse, c'est-à-dire que l'image, j'ai tendance un peu à la squeezer. Par contre, je t'écoute me raconter le En truc, mode quoi. podcast, Donc, ouais. putain, c'est intéressant. C'est intéressant, ça. Les mecs, en fait, ils zappent le YouTube pour avoir les petits visuels, pour voir ce qui se passe. Et bah, quelque part, moi, j'ai envie de dire, ils squeezent le plus important, enfin le plus sympa, en tout cas. Bah, ça dépend des gens. Il y en a qui me disent qu'ils m'écoutent plus en mode podcast, et puis d'autres qui disent qu'ils regardent juste la vidéo et puis qu'ils écoutent pas le son. Donc ça, c'est. Et puis il y en a qui font les
les deux en même temps. Ça a l'air assez variable, mais en tout cas, moi j'aime bien, je m'amuse bien avec ça. Et puis du coup, ça fait un format, on va dire, adapté à chaque truc. Quand tu veux faire une codex review ou un détachement, bah, t'as un format très factuel, posé avec une petite analyse écrite. Ouais. Et puis quand tu parles plus de fun, de figurines, bah, t'as une vidéo filmée à la caméra normale et qui du coup marche plutôt mieux. Donc je trouve que ça s'équilibre assez bien. Après, c'est vrai que combiner les deux chaînes YouTube, 3 vidéos par semaine sur la chaîne Warhammer et 2 grosses vidéos par semaine sur la chaîne Linux, plus un podcast par jour, plus un podcast par semaine, plus un Patroncast du lundi, ça fait beaucoup de boulot et c'est un peu rude des fois de tout combiner. Mais bon, ça se fait. Je commence à m'habituer au rythme, on va dire. Ouais, parce que là, du coup, clairement, la chaîne Linux d'office, elle t'a mis dans la case YouTuber pro. Ouais, du coup, en termes de volume de travail, en termes de planning, t'es clairement à temps plein, quoi. Je travaille, alors, temps plein, oui et non. C'est-à-dire que je travaille du lundi au samedi, chaque semaine. Je prends quasiment jamais de vacances, quasiment chaque semaine. Par contre, je travaille entre 9h et, on va dire, 14h30, 15h, sans faire de pause. Ouais. Voilà, du lundi au samedi. Donc, on doit être à un petit peu moins qu'une semaine de travail complète, je pense. Par contre, du coup, j'ai pas vraiment de vacances, parce que YouTube, c'est compliqué quand tu pars plusieurs semaines, ta chaîne, elle s'effondre, hein, et le redémarrage est compliqué. Et puis, donc, j'ai beaucoup d'après-midi, mais j'ai pas beaucoup de week-ends et pas beaucoup de vacances. Mais pour l'instant, le rythme me convient bien. Et puis, quand j'ai besoin de 2 jours, j'arrête de poster pendant 2 jours, et puis voilà, c'est pas très compliqué. C'est l'avantage d'être son propre patron avec son propre calendrier de publication, c'est aussi un rythme de travail qui est très très agréable. Oui, et puis en plus, ça t'empêche pas de te garantir tes 3 à 4 heures de peinture quotidienne. Et à ce titre, en fait, t'as mis en place un petit format que j'aime beaucoup. Une fois par semaine, tu nous fais le petit récap de la semaine qui regroupe à la fois les news, mais aussi tes parties, tes expériences et ton petit planning peinture. Ça, t'as fait ça, t'as mis ça assez récemment, je crois. Ouais, c'est assez récent. En fait, j'aime bien le concept de l'actu sur Warhammer, mais j'ai pas la disponibilité pour parler de ça de manière réactive. Je peux pas être à l'affût du moindre article Warhammer Community, du moindre leak, du moindre machin, comme peuvent l'être d'autres chaînes, comme par exemple, je sais pas, AS Miniature ou d'autres. Donc, je peux pas suivre ce rythme-là. Ouais. Et donc, je me suis dit, j'ai quand même envie de parler des actus, mais si je fais une vidéo qui parle que de cette actu-là 13 heures après les autres, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Tout le monde a déjà l'information. Donc, autant la récapituler dans un format plus complet, où je parle à la fois de l'actu, mais aussi de ce que moi j'ai fait, parce que je trouve que ça donne un petit côté peut-être un peu quand tu parles de Warhammer avec tes potes, peut-être pour ceux qui ont peut-être pas beaucoup de communauté de joueurs locaux ou pas d'amis qui jouent beaucoup. C'est incarné, quoi. Voilà, ça permet d'avoir ce côté, je te raconte mes parties, je te raconte mes expériences, je te donne mon opinion, et ça donne un petit côté un peu communauté qui est sympa. Et puis moi j'aime bien parler de ça aussi, donc ça me fait plaisir et ça m'évite d'emmerder ma femme avec ce genre de trucs, et ça me permet d'en parler à d'autres gens à côté, ce qui est pas mal aussi. Ouais. Non, c'est cool ça, ce petit format, j'aime bien. On se croirait un peu au bistrot, on parle de hobby en mode détente. C'est très cool. Bon, et puis pour en venir à un point qui, en disant, fait plus le lien avec mon petit média à moi, c'est que tu parles assez régulièrement de jeux narratifs. Bon, moi, je vais être honnête avec toi. En fait, parfois, les gens me parlent de jeux narratifs et en fait, on n'a pas tous la même définition de ce qu'est le jeu narratif. Ah bah non, c'est sûr. Pour certains, ça va être quelque chose de entièrement construit, scénarisé, multi-étage, où tous les objectifs primaires, secondaires sont de l'écriture en fait maison. Pour d'autres, le narratif, ça va juste être en fait ce qui ne va pas être du match play avec des listes plus exotiques, plus originales pour un jeu plus fun. Mais parfois, du narratif dans cette case-là, ça peut très bien devenir un peloton d'exécution parce que on joue quand même avec les mêmes règles et que les règles de 40K à l'heure actuelle, elles sont très violentes. En gros, pour toi, le jeu narratif, c'est quoi ? Alors, pour moi, c'est tu joues aux règles du jeu normal, et après, le seul truc différent, c'est que tu ne joues pas forcément pour gagner, tu joues pour raconter un truc. Ouais. Donc pour moi, à partir du moment où tu joues en narratif, tu peux donner un nom au personnage que tu joues, tu donnes un objectif à la bataille, pourquoi chaque armée est là, qu'est-ce qu'elle doit faire, et tu expliques pourquoi, même si tu joues avec des secondaires et avec des objectifs primaires et avec le pack de cartes de Games Workshop, tu expliques pourquoi tu dois tenir les objectifs, et puis tu mets en place une table qui reflète cet objectif. Donc si tu as un objectif à aller prendre, tu mets pas juste un petit cercle transparent en plastique, tu peux mettre un pion d'objectif, mais tu mets un truc autour qui explique pourquoi est-ce que les armées voudraient se battre pour récupérer ce machin-là. Ouais, en gros, du contexte. Donc pour moi, quoi. c'est juste...
Ouais, ajouter un contexte autour de la bataille. Et après, ça peut aller effectivement ultra loin avec une table complètement custom de malade qui raconte une bataille très spécifique que tu as vue dans un codex avec des règles ultra spécialisées. Ou ça peut être juste une bataille lambda où tu joues avec les cartes lambda. C'est juste que tu as donné un contexte autour. Et du coup, les actions que tu fais dans la bataille, elles sont quand même plus guidées par l'objectif de ton armée. En fait, pour moi, quand tu joues en narratif, c'est les moments où tu te dis, bah là, en fait, si je te charge et que je fais le petit move pourri de je t'engage qu'avec une figurine et ensuite les autres se décalent pour te voler ton objectif, et ben je vais gagner la partie. Mais comme je joue World Eaters, c'est pas ça que je vais faire parce que j'ai envie de te découper la tête et donc je te charge avec toutes mes figues et puis tant pis, on va jouer comme ça. À partir où tu as cette réflexion-là, tu joues en narratif pour moi. Voilà. Ouais, excellent, ouais, Le côté, j'abuse pas de la règle, je joue pour raconter un truc. À partir de ce moment-là, tu joues en narratif, même si t'as pas fait un truc ultra custom avec des règles pas possibles. Bah c'est déjà du narratif parce que tu joues pour raconter l'histoire et pas pour prendre des objets qui n'ont pas d'impact ou pas de réalité dans la bataille. Mais d'ailleurs, ta manière de voir le narratif, bah, elle s'est incarnée très récemment sur ta chaîne via ton premier petit rapport de bataille que tu as fait téléphone en main avec une véritable narration. D'ailleurs, en fait, je salue quelque part ton effort de rédaction concernant ce rapport de bataille parce que à aucun moment, en fait, tu n'abordes des règles. Il n'y a pas de commentaires liés au lancer de dés, etc. Tu nous as raconté une histoire tout simplement et c'était très sympa et en vrai, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est exactement ce que je demande quelque part aux médias francophones, quoi. Est-ce que tu as kiffé cette expérience de petits rapports de bataille comme ça Ouais, c'est excellent. Alors c'est compliqué à faire, il y a plein de trucs à améliorer parce qu'effectivement, bah déjà c'est filmé au téléphone sans stabilisateur en main, donc du coup ça tremblote un peu, c'est un peu gerbotron par moment, donc c'est compliqué de trouver les bons morceaux que tu gardes dans la vidéo. La stabilisation avec le logiciel de montage, c'est jamais nickel, ça tord un peu l'image, c'est pas foufou. Donc il y a du travail à faire pour mieux filmer et peut-être ne pas filmer la partie, mais filmer des plans entre les jets de dés qui peuvent être intéressants. Mais moi j'adore, en fait je voulais pas faire un rapport de bataille façon French Wargame Studio où bon j'ai rien contre eux du tout, au contraire je trouve qu'ils font un travail de malade pour populariser le jeu, expliquer les règles et tout, c'est super, mais je voulais pas un rapport de bataille de alors j'ai tiré tel secondaire et donc je vais essayer d'aller impacter son flanc droit avec telle unité, mais si jamais il me clique à 3 pouces alors je pourrais pas me décaler machin. Ouais. Je voulais pas faire un truc comme ça parce que moi à regarder je trouve pas ça très intéressant perso, ça n'est que mon avis, je comprends très bien ceux qui trouvent ça passionnant, mais moi c'est pas mon truc du tout. Moi j'aime avoir une histoire et en fait mon inspiration c'était les rapports de bataille qu'il y avait dans les vieux White Dwarf où on te parlait quasiment jamais de jet de dés sauf quand c'était vraiment désastreux et on te racontait juste l'histoire du capitaine bidule qui fait ci qui fait ça avec les petits encarts écrits ou qui étaient presque un extrait de livre quoi où t'avais un mini les réflexions intérieures du boss orc qui voit ses potes se faire massacrer, voilà. C'était ça mon inspiration pour ce rapport de bataille là et je trouve que ça existe pas tant que ça parce qu'en fait même quand tu regardes des chaînes qui font que du narratif, type, je crois que c'est Planet Wargame. Ouais. Ils font des trucs super intelligents et super intéressants, mais c'est filmé comme un rapport de bataille où tu vois les jets de dés, t'as la conversation entre les joueurs et tout. Donc je trouve ça super cool et j'adore les regarder, mais moi je voulais vraiment faire une histoire, quoi. Genre, j'écoute un audiobook et on me raconte la petite bataille pendant 30 minutes de ce qui s'est passé. Et donc c'était vraiment ça l'objectif. Après, je m'interdis pas peut-être de montrer certains jets de dés dans le futur quand c'est vraiment des trucs complètement craqués, genre t'as 3 sauvegardes à faire, tu fais triple 6, bon bah ok, là tu peux le montrer, c'est cool, c'est rigolo. Mais voilà, l'idée c'était vraiment d'intégrer tous les stratagèmes que tu utilises dans la narration, d'intégrer toutes les cartes de secondaire qu'on avait tirées dans la narration. J'ai bien noté que tu adaptais les mécaniques de jeu, mais de manière plus littéraire, quoi. Ça, en fait, entre les lignes, on arrive à voir ce qui s'est passé en termes de jeu, et ça, c'est tout à fait cool, quoi. Comme tu dis, ça rappelle les bons vieux White Dwarf, et en fait, quelle meilleure inspiration que celle-ci, quelque part. Bah c'est ça, c'était vraiment l'idée. Alors après, les gens accrochent ou accrochent pas. C'est pas la vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne très clairement, mais c'est pas non plus minable. Donc on va continuer, on va améliorer ce qu'il y a à améliorer. Et puis voilà. Puis en tout cas moi de toute façon ça m'éclate à faire, donc ça pose pas de souci. Donc j'ai la prochaine partie qui sera filmée demain ouais. avec là c'est cette campagne là je la fais avec mon petit frère du coup qui s'est mis à Warhammer, donc je lui prête la Deathwatch et c'est lui qui la joue et moi je joue l'Emperor Children. Donc on filmera la seconde partie demain où on va avoir une espèce de rituel d'invocation des Emperor Children au milieu d'une basilique en ruine avec un hôtel de Slaanesh que la Deathwatch devra arrêter et puis tout ce qu'on aime quoi.
Bah ouais, voilà, un truc sympa, rigolo. Et puis j'ai d'autres parties prévues aussi, parce que j'avais déjà parlé rapidement d'une partie narrative que j'avais faite dans mon récap de la semaine, qui était des orques contre des salamanders. Et donc on va faire la suite de ça aussi la semaine prochaine, du coup je vais filmer et sur laquelle je ferai sans doute un rapport de bataille aussi, où on aura une liste orque culte de la vitesse qui essaie de s'échapper avec du carburant pendant que les salamanders tentent de faire la douane, les gardes-patrouilles et de les arrêter avant qu'ils sortent de la table. Donc ça va être des trucs assez fun comme ça qu'on va faire. On a déjà des idées pour une campagne Necron versus Admech sur une table full décor Necron, voilà, plein de trucs rigolos. Donc voilà, il y a plein d'idées, maintenant on verra comment j'améliore le rendu, et puis est-ce que les gens sont toujours au rendez-vous ou pas. Oh, je pense que les gens seront au rendez-vous, hein, parce que bon, cette alternative narrative, maintenant en fait, qui est devenue une alternative. Hein, si je reviens 20 ans en arrière, en fait, quelque part, le jeu narratif, Oui. c'était le mode de jeu par défaut des univers Game Workshop. Maintenant, c'est devenu en fait une option. C'est devenu une alternative qu'on essaye de proposer. Enfin, en tout cas, moi, je travaille dans ce sens, hein, à proposer de plus en plus de contenu narratif. Et d'ailleurs, quelque part, ce qui peut freiner les gens concernant une véritable partie narrative, c'est tout simplement le boulot qu'il y a derrière. Alors certes, quand on joue en match play, on se pointe en assaut, boum, 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 on pose des ruines triangles. En fait, en 3 heures, la partie, elle est pliée. Pour du jeu narratif, on n'est pas du tout dans le même niveau d'investissement en termes d'écriture, en termes de réalisation, en termes de beauté des tables, etc. Pour toi, en fait, est-ce que quand on organise une partie narrative avec un petit scénario custom et tout, est-ce que ça te demande un véritable investissement horaire? Mais en fait, dans ton cas, j'ai l'impression que tu es une vraie machine à tuer. Parce que là, ta partie là, en Pour Children, tu l'as faite, tu l'as jouée. 3 jours plus tard, on avait la vidéo full montée à rédaction intégrale et tout. En fait, t'es très bon, toi, parce que moi, je mets 10 plombes à faire ça, quoi. Bah moi je l'ai monté, j'ai fait tout le montage le lundi, hein. J'ai filmé le samedi et j'ai fini le montage lundi. La vidéo était prête à être uploadée, mais j'ai attendu le mercredi parce qu'il y avait autre chose que je voulais faire avant. Mais c'était prêt à être publié lundi. Oh putain. J'ai bossé tout le lundi après-midi, quoi. Hein. J'ai commencé Ouais. à 13h, j'ai fini à 18h. J'ai fait le montage du rapport de bataille sur l'après-midi, quoi. Mais c'est un rapport d'une demi-heure, donc c'est pas non plus, c'est pas comme si c'était 1h45 avec 3 flux audio différents. En soi, c'est presque plus facile à monter qu'un rapport de bataille classique, puisque t'as pas le micro de chaque joueur à synchroniser, t'as pas 4 caméras à gérer, C'est pas faux, t'as ouais. qu'une seule caméra, c'est ton téléphone, et ta voix off, tu l'as filmée avant. Donc du coup, c'est pas très très difficile, je trouve, à gérer. Mais non, après, moi, c'est vrai que quand je prépare une partie narrative, pour l'instant, j'ai pas pris des heures pour le faire. En fait, ce qui prend du temps, c'est préparer les décors dont tu vas avoir besoin, et ça prend plein de place, potentiellement plein de sous et plein de temps de peinture. Mais une fois que t'as ça, en soi, enfin moi, les parties, là, tu vois, les règles pour le rituel, je les ai préparées hier soir, vite fait, je les ai envoyées à mon frangin en mode, est-ce que ça te paraît cohérent, faisable, équilibré? Il me dit, bah ouais, ça a l'air bien. Est-ce qu'on peut pas rajouter un truc avec les psychers qui perturbent ou qui améliorent le rituel? Ah ouais, bonne idée, paf paf, terminé. Et puis on va jouer ça samedi, j'aurai juste la table à mettre en place avant qu'il arrive, il y en a pour 35 minutes, quoi. Pour moi, c'est pas un vrai problème. Le vrai problème pour la partie narrative, c'est les décors, parce que si effectivement la seule chose que t'as, c'est les décors WTC, bon bah c'est difficile de faire une table qui représente vraiment quelque chose. Si t'as pas des petites caisses de munitions, des petits tonneaux, des petites barricades, des petits graviers, des petites ruines un petit peu plus sympas, des décors en impression 3D, des trucs, bah c'est vrai que t'as du mal à faire une table super cool. Tout ce que tu peux faire, c'est une espèce de ville en ruine, avec des couloirs de tir, ce qui est pas forcément, ça peut être cool, mais c'est pas forcément le plus palpitant. Ça te permet pas de varier beaucoup les parties. Ouais, c'est générique, quoi. Ouais, donc forcément, c'est plutôt ça l'investissement, c'est préparer tous les décors et tout. Après, les règles de la partie, pour moi, le jeu, en fait, effectivement, on peut dire qu'il est très orienté compétitif, mais en fait, je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que on te pousse vers le compétitif parce que tout le contenu que tu vois sur Internet joue sur le mode compétitif, ou en tout cas jeu égal, on va dire. Ouais, complètement, En tout ouais. cas, jeu égal, avec les cartes de secondaire, des layouts, soit Games Workshop, soit WTC qui sont préfaits, des ruines bouchées, sans fenêtre, machin. Mais en soi, les règles, nous, on les adapte pas, hein, les règles du jeu. Quand on joue en narratif, on joue avec les règles du jeu de base. Hein. C'est-à-dire que si t'es derrière une ruine, on te voit pas. Si t'es dans la ruine, on te voit. Le seul truc qu'on a changé pour la partie, c'était pour pas avoir besoin de mettre ces espèces de patrons de ruines un peu moches sous les ruines qui n'étaient pas des bâtiments.
Quand t'as un bâtiment en ruine, Ouais, c'est affreux ça. bah, Ouais. quand t'as un bâtiment en ruine, avoir un sol qui représente un sol, c'est pas un problème. Ton bâtiment, il est même plutôt plus joli quand t'as la ruine qui est posée sur un sol en ruine, plutôt que posée sur de la bouillasse. C'est plus logique. Par contre, quand t'as des vieilles ruines Eldar, quand t'as un hôtel de Slanesh, quand t'as un machin, t'as pas envie de mettre un patron en dessous parce que ça a rien à faire là. Et donc, tout ce qu'on s'est dit, c'est, bah, on va jouer comme s'il y avait un patron, sauf qu'on va juste utiliser une mesure en pouces. Donc si t'es à X pouces du mur, eh ben on ne voit pas, t'es considéré comme derrière le patron de ruine. Et si par contre t'es plus près que ça, eh ben t'es pas derrière et on te voit et tu vois en ligne de vue normale. Et donc les règles du jeu fonctionnent très très bien pour ça, et il n'y a aucun problème à jouer avec ça. Faut juste mettre assez de décors pour que ça soit pas l'hyper-létalité des enfers, parce que le jeu est quand même ultra mortel avec toutes les relances, les tirs en état d'alerte avec tout soutenu sur des 5, des machins, des trucs. Bon, le jeu est très violent actuellement. Mais les règles fonctionnent très bien pour du narratif et t'as pas besoin de les adapter. Tu peux même jouer avec les missions secondaires, c'est juste que quand t'en tires une qui te plaît pas, bah tu la dégages. Tu dis bah ça a aucun sens dans la mission, faire une action au milieu de table, en fait on s'en fiche, y a rien au milieu de la table. Donc vas-y défausse-la et tire autre chose. Et tu justifies ça dans ton imaginaire ou pendant la partie pour expliquer pourquoi est-ce que ton armée ferait ça ou ne ferait pas ça. Pour moi, ça fonctionne très bien. Faut juste faire l'effort de jouer un peu de roleplay au lieu de juste jouer comme si c'était un jeu de société. Mais ça n'est que de la préférence personnelle et du temps passé pendant la partie. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'écrire des règles custom ultra compliquées avant chaque partie. C'est fun de le faire et c'est très cool quand tu prends le temps de le faire, mais c'est pas nécessaire. Ouais, bah, on est d'accord là-dessus. Moi, je trouve que le moteur de règles actuel, malgré, bah, comme tu le dis, sa violence, en vérité, il a jamais été aussi bon. Et il n'y a pas forcément d'adaptation nécessaire à faire. Moi, là où je fais l'effort, en fait, concernant des règles additionnelles, ça va principalement être autour des objectifs primaires et ou secondaires. Moi, des fois, je fais des trucs que j'appelle missions secrètes. Tu vois, c'est les objectifs secondaires dont l'adversaire ne sera même pas au courant. Mais en fait, on se concentre sur cette partie-là, là, plus la partie scénario, mission, parce que le moteur de jeu, enfin le moteur de règles, en fait, il répond déjà à toutes les situations. Et c'est vrai que Oui, c'est sympa de réadapter un peu côté décor et de s'inspirer un peu de ce qui se fait chez Horus Heresy, par exemple. Mais d'ailleurs, si on parle de moteur de règles un peu bourrin, tu vois, un peu violent, parle-nous, pour changer de sujet, un peu de ton expérience du coup en mode tournoi compétitif. Je crois que tu as fait des matchs en Ligue 3, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que tu prends beaucoup de plaisir là-dedans, dans le jeu très dur, quoi? Alors du coup, moi j'ai pas encore participé en ligue puisque je me suis inscrit là à la sauce cette année. Donc j'ai fait des matchs contre des joueurs aguerris de Ligue 2 Ah oui, ouais, et ok. des joueurs Ouais. qui ont joué ou qui vont jouer en Ligue 3. Donc j'ai pratiqué des compétiteurs, mais j'ai pas encore fait de ligue en équipe. Et honnêtement, je sais pas du coup si je vais y aller ou pas. Parce qu'en fait, les gens contre qui je joue sont très cool, vraiment, super. Enfin, là pour le coup, on n'est pas du tout dans le stéréotype du joueur compétitif qui veut t'écraser la tête par terre. On n'y est pas du tout. Les gens sont ouverts, fun, didactiques. Ils expliquent ce qu'ils font. Ils t'expliquent quand tu vas vraiment faire une grosse connerie. Ils te jouent pas les gotcha à la con en mode ah tu es tombé dans mon piège. Je vais t'exploser avec mon stratagème que t'avais pas vu venir. Ils sont vraiment très très cool. Par contre, bah moi c'est un style de jeu qui m'apporte assez peu de plaisir en fait. J'ai rien contre les gens qui le font, hein, parce que comme je le dis, j'ai eu des expériences très sympas, mais je trouve que c'est tordre les règles. Ouais. C'est typiquement le truc de bah, j'ai fait ma charge, mais je vais volontairement me bloquer avec 3 figurines pour que le reste de ma charge ne puisse pas socler tes figurines à toi, et du coup tout ce que je dois faire c'est me rapprocher de ton unité par rapport à maintenant, mais je suis pas obligé d'aller le plus près possible de ton unité. Donc je peux faire une espèce de mouvement bizarre en arc qui me permet d'aller mettre une figurine sur, je Sur sais un pas, objet, un ouais. autre objectif, ou me Ouais, cacher ouais. derrière un truc, ou... Enfin, et je trouve que ça tue complètement l'immersion du jeu, ce genre de mouvement, ce genre de truc. L'intransigeance de t'as un fusil qui dépasse de la ruine, je te vois avec mon petit laser, je vais pouvoir te niquer toute ton unité avec un tir. Ça c'est pareil, ça m'agace. T'es là-bas, oui, mais du coup je peux faire pivoter mon bonhomme. Bah oui, mais tu l'as pas fait au tour précédent, donc t'es mort. Ah ouais, Je c'est trouve dur ça ça, c'est dur. vraiment relou. Et bah en tournoi, c'est comme ça que ça joue. Et malheureusement, ça, je trouve que c'est pas du tout l'esprit du jeu, absolument pas l'esprit du jeu. Et je trouve que c'est une déformation du compétitif qui dévie complètement les règles et qui, moi, du coup, m'apporte aucun plaisir. Parce que du coup, bah, tu joues en te creusant la tête sur il faut absolument pas que mon bonhomme dépasse de 1 pouce. Mais il faut aussi que mes deux unités soient à peu près 5 pouces l'une de l'autre. Parce que 3 pouces plus la taille d'un socle, on pourrait me consolider dedans si je fais pas attention. Et il faut aussi que machin.
Et je trouve que du coup, c'est pas très amusant, en fait, comme style de jeu. Tu combines ça avec des décors qui sont souvent à la limite du dégueu, full carton ondulé, pas très joli, tout plat, avec des tables. Bon, les tapis de jeu en général sont beaux, mais après, tout le reste de la table ressemble à rien. Tu combines ça avec des armées qui sont là pour être testées, donc en général pas peintes ou mal peintes ou empruntées à 10 personnes différentes, donc avec 30 schémas de couleurs différents et pas un socle pareil. Et j'avoue que moi, je me retrouve pas beaucoup dans ce style de jeu-là. J'aime le côté intellectuel, presque en mode jeu d'échecs, où t'essaies de trouver la meilleure utilisation de tes unités, de tes ressources sur tel scénario, tel déploiement, tel machin. Mais en fait, ça aboutit à des parties qui ressemblent à rien, où tu joues pas du tout ton armée comme tu l'avais en tête, où tes unités font des mouvements bizarres et pas logiques. Et je trouve que voilà, c'est pas mon style de jeu favori du tout. Je m'amuse un peu, mais largement moins que dans du jeu plus détente, où quand tu fais une charge, tu fais une charge, quoi. Tu fais pas une charge pour faire un slingshot bizarre sur l'objectif de l'adversaire. Tu fais pas un cordon de 20 figurines qui s'étire sur la moitié de la table pour tenir 2 objectifs. Tu gardes pas tes berserk en réserve pour ramasser des atouts dans une ruine alors qu'ils devraient charger et découper des gens. Bon, voilà. C'est ce genre de truc qui, moi, m'agace en jeu égal et que tu retrouves pas vraiment en jeu narratif. Donc c'est vrai que je prends plus de plaisir en narratif, ou en tout cas en partie détendue, plus qu'en partie pure compétitive absolument, enfin où le but c'est vraiment de gagner le maximum de points. Ouais, ouais. Bon, là, tu as décrit à peu près tout ce qui m'angoisse le plus au monde. Mais c'est vrai que moi, ça m'arrive encore, tu vois, de faire du match-play bien brutal. Et en fait, j'y prends toujours, même si j'ai tendance à m'éloigner un peu de ce format de jeu, j'y prends quand même encore beaucoup de plaisir. Mais si tu veux, j'ai jamais été confronté aux petites mini-mécaniques, micro-placements, tu vois, dont tu parles. Bon, voilà, dans mon cercle d'amis, je pense qu'on a tout simplement pas le niveau nécessaire pour arriver à ce stade un peu d'enculage de mouche. Mais le match play, en fait, quand il est fait, de manière décontractée, comme tu l'incarnes, il reste quand même assez sympa. Tu vois, exemple, il y a pas longtemps, la semaine dernière, j'ai fait un petit 3000 points de match play face à la Death Guard, tu vois, qui est un codex très fort du moment. Oui. Et j'ai quand même gagné. Tu vois, je me suis dit, ah putain, il m'a fait plaisir ce bon vieux match play. Alors certes, on s'est mutuellement table rasée, mais voilà, parce que le jeu, il est comme ça actuellement, le jeu. Oui. Mais le plaisir est quand même possible, mais dès lors, en fait, ouais, qu'on ne rentre pas dans ces trucs de micro-placement archi pointus qui, là, ouais, enlèvent, en fait, toute forme de valeur narrative à nos affrontements, quoi. Moi, c'est ça. Le match play avec mes amis ou avec les gens de l'assaut, quand tu es là pour te marrer, on a fait un petit week-end là, donc certains étaient là pour tournoyer, moi j'étais là pour rigoler, donc effectivement, tu joues en match play, tu as fait une liste que tu penses être efficace, optimisée, tu joues de manière précise, intelligente pour marquer des points. Là, je trouve qu'il y a du fun. Par contre, à partir du moment où tu commences à arriver dans en fait, je te charge pas pour te charger, mais je te charge pour te voler ton objectif de l'autre côté de la table avec un mouvement chelou, ou alors j'ai bouché tel endroit pour que du coup, si tu débarques de ton véhicule, tous tes mecs meurent et du coup, tu pourras rien faire. Et ensuite, moi, je pourrais consolider de 3 pouces et demi là-dedans parce que j'ai pas engagé toutes mes figurines au socle à socle. Bon, tout ça, je trouve que c'est pas amusant comme manière de jouer. Mais par contre, effectivement, le côté match play, genre je sors mes cartes, je fais une liste opti et le but c'est de gagner contre l'adversaire et de tester entre guillemets la personne qui joue le mieux avec les règles. Là ça peut être très cool aussi et je prends encore du plaisir avec ça. Par contre, c'est sûr que c'est pas le style de jeu vers lequel je veux me diriger le plus parce que en fait ne faire que ça, travailler et puis surtout quand on parle vraiment de tournoi. Tu travailles une armée et une liste pendant des semaines. Ouais, tu fais quelques variations d'unités, mais tu prends la même liste et tu vas dire, bon, ok, j'ai testé avec tel personnage, je vais le remplacer par tel pack. Mais en fait, tu changes une unité et tu la travailles encore et tu joues la même chose encore et encore et encore et tu répètes sur les déploiements des différentes maps et tu... C'est un vrai engagement, hein. Et moi perso ça m'éclate pas, moi j'ai 6 ou 7 armées différentes parce que j'aime la variété, j'aime changer de truc et jouer la même liste non-stop pendant des mois, ça me fait pas rêver du tout, quoi. C'est pas ma conception du jeu, mais c'est aussi parce que j'ai commencé à jouer quand j'étais môme sur une table en bois pourri peinte en vert gobelin où je faisais des batailles contre moi-même assis par terre à 9 ans en jetant les dés et en trichant vaguement pour m'assurer que la dernière figurine que j'avais peinte était celle qui gagnait, quoi. Et c'est ça ma conception du jeu, c'est je me racontais l'histoire, je me parlais à moi-même comme un petit geek, c'était fun. Et du coup, c'est ce style de jeu que je retrouve en narratif, mais que je retrouve pas forcément trop en mode tournoi, ouais.
Bon, on verra de toute manière comment évoluent les règles pour la V11. Je pense pas que ça va changer des caisses. Oui. Mais ce qui est drôle, tu vois, c'est que ces mécaniques, tu vois, hyper pointues, précises et un peu anti-jeu dont tu parles, ça, en fait, c'est les joueurs qui les ont créés. À aucun moment dans le livre de règles, tu as ce genre de mécanique. Enfin, en tout cas, à la lecture des règles, il n'y a rien qui t'encourage à aller là-dedans. Donc, ouais, moi, je suis d'accord pour dire que c'est un peu de la déformation, quoi. Ouais, mais en fait, je pense que c'est quand même plus ou moins intentionnel, parce que par exemple, quand tu regardes les règles de ton mouvement de charge, on te dit bien que chaque figurine doit finir son mouvement de charge plus près de l'unité ennemie qu'elle a chargée Ouais. que quand elle a commencé son mouvement. Mais on te dit pas qu'elle doit le finir le plus près possible. S'ils avaient voulu qu'une charge soit une charge, ils auraient écrit que chaque figurine doit finir le plus près possible de l'unité qu'elle a chargée. Ouais, Et c'est du coup, ça. t'as pas ces mouvements bizarres de en fait, j'ai 9 pouces, je vais dans la direction que je veux tant que je suis en cohésion d'unité parce que je peux pas socler. Donc je vais où je veux. Alors que s'ils avaient écrit les règles différemment, eh ben ça aurait pas été possible. Donc s'ils avaient voulu empêcher ce genre de comportement, ils l'auraient écrit différemment. Je pense qu'ils l'ont laissé volontairement parce que ça fait partie d'un niveau de compétence compétitif qu'ils veulent encourager et pour permettre de la variété, des phases un peu tactiques, plutôt que d'avoir un jeu où je pousse toutes mes figurines tout droit devant. Je pense que c'est volontaire. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, ça donne lieu à des trucs pas du tout immersifs, quoi. Ouais, faut savoir lire entre les lignes. C'est vrai que moi, même si j'ai un bon niveau de jeu global, clairement, ce genre de truc, ça me saute pas à la gueule. Et d'ailleurs, j'aime pas du tout, moi, ces modifications qu'ils ont fait pour la V10. Je regrette un peu la phase de combat en V9 qui était beaucoup plus limpide, à mon sens. Mais si on reste un peu justement dans les règles actuelles, toi, qu'est-ce que tu aimerais voir changer pour la V11 à venir? Moi, il y a quelques trucs qui m'agacent vraiment dans le système de règles aujourd'hui. La gestion des décors, il y a des règles pour tous les types de décors, mais concrètement, les seuls qui ont vraiment un impact sur la table de jeu aujourd'hui, c'est les murs, les ruines, Les occultants, ouais. avec potentiellement, voilà, les décors vraiment occultants. Le reste, en fait, comme quand tu vois un bout d'une figurine, tu peux tuer toute l'unité et que la version est méga létale, en fait, tu vas jamais mettre une statue parce que tu cacheras jamais rien derrière. Donc, je vois un bout d'elle, t'es mort. Ça, c'est pas très amusant. Donc, j'aimerais des règles un petit peu différentes là-dessus. Moi, j'avais proposé des trucs dans une de mes vidéos un peu au pif comme ça, en disant, il y a peut-être des décors sur lesquels, si ton unité est entièrement à 3 pouces du décor, t'as moins un point de toucher, ou t'as un bénéfice de couvert, ou alors, je sais pas, t'es agent solitaire à 18 pouces de ce terrain si t'es entièrement à 6 pas. Quelques trucs un peu pour limiter la visibilité, mais quand même pouvoir te cacher et avoir des tables habillées. Ça, j'aimerais bien voir ce genre de truc-là, que ça soit pas juste binaire de si je vois une figurine, je tue tout, ou je te vois pas du tout. J'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de variété avec des décors qui gênent le tir, mais qui ne l'empêchent pas. Ouais. Ça apporterait de la tactique aussi. Sur le côté, est-ce que je tire sur l'unité qui a -1, ou est-ce que j'avoine le truc qui est là-bas, mais que je vois pleinement, mais qui en même temps est un peu moins menaçant parce que plus loin. Tu vois, il y a plein de réflexions qui pourraient être cool avec ça. Donc, règle de terrain, j'aimerais que ça bouge. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on on est un peu freiné par tout ça. Moi, tu vois, ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vraie table de forêt. Mais en vérité, c'est injouable à l'heure actuelle, quoi. Faut jouer les forêts comme des ruines, quoi. Donc, faut c'est compliqué, quoi. que tu fasses des forêts en L. Ah putain, des forêts en L, un projet modélisme excitant. C'est clair. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ouais, c'est dur. Non, il y a ça que j'aimerais bien voir changer. Et puis, alors, je sais que ça, ils le changeront jamais, mais le côté, si tu vois un bout d'une figurine, tu peux tuer toute l'unité. Ça, faut que ça dégage du système de règles. Ouais, c'est Pour moi, ça, casse-couille, c'est vraiment insoutenable. Tu dois pouvoir tuer que ce que tu vois. Et dans ce cas-là, tes mouvements seront beaucoup plus libres sur la table parce que tu peux te dire, j'ai pas besoin d'avancer parce que j'ai pas besoin de cacher toute mon unité. Je peux laisser 2 Space Marines visibles. Et dans ce cas-là, peut-être que j'en perds 2. Mais au moins, j'ai pris une position intelligente et ça marche. Je suis pas obligé de faire des mouvements bizarres où je reste 3 pouces en arrière pour être sûr que personne me voit. Bon, ça, j'aimerais bien que ça change. Mais ça, je pense qu'ils ne le changeront jamais parce que ça pour le coup, ça peut donner lieu à des discussions. Mais je te vois le pied de ton bonhomme, je peux le tuer. Non, tu le vois pas. Oui, mais je voyais le personnage. Donc pourquoi est-ce que c'est un bonhomme avec le bolter lourd qui meurt? Bon, j'imagine que c'est pour ça qu'ils veulent éviter ce genre de truc. Écoute, si j'ai une petite proposition à te faire, tu vois, concernant un peu réparer ces règles un peu cassées, est-ce que tu as déjà joué à Boarding Action? Non, on en a dit beaucoup de bien, mais j'ai jamais testé. Écoute, on en a longuement parlé sur Uralamer, c'est tout simplement le mode de jeu que j'ai mis en highlight depuis sa sortie, une sortie confidentielle, j'en conviens. Ouais. Écoute, si t'as l'occasion,
Franchement, c'est de la pure balle. Les règles, en fait, c'est juste des réadaptations de règles de 40K. En gros, tu fais le tour en 10 minutes Ouais. et bah, ça rétablit un peu de vérité dans tout ça. C'est-à-dire que tu as un vrai retour d'une logique physique dans les règles. Ouais. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le charger. Les figurines que tu ne vois pas, elles peuvent pas recevoir de dégâts au tir, etc., etc. Et naturellement, on ne passe pas les murs. Ouais. Donc, si tu as l'occasion un jour d'essayer, bah, après, il faut quelqu'un qui le set de décor. Bon, en tout cas, voilà. Hein, ça Ouais, mais fait, j'ai un pote qui les a, ils sont Ah ouais juste pas peints, mais on s'en fiche pour tester. Ouais, pour tester. Ah, le truc, franchement, ouais, je ça ne vaut le puis coup, que ouais. te recommander la chose, ouais. Bah, avec plaisir, ouais. Faut que je teste ça. On m'en a dit beaucoup de bien dans les commentaires. Et puis, de toute façon, je crois que dans la campagne narrative avec les orques versus les salamanders, en fonction de comment ça évolue, on s'était dit que une des parties finales pourrait être justement une action d'abordage du style les orques ont fait leur espèce de roquette qui quitte la planète, les salamanders tentent d'arrêter la roquette et ils abordent du coup le vaisseau. Et du coup, on leur a fait en action d'abordage et en regardant les règles à ce moment-là. Donc ça pourrait carrément se faire, même en partie filmée sur la chaîne. Ah, bah ouais, ce serait excellent, ouais. Ouais, je pense que ça peut être fun, ouais. Et les derniers trucs que je voudrais voir changer dans les règles, c'est les relances. Il y a des relances partout, de touches, de blessures. Ah ouais, c'est l'enfer, hein. J'en peux plus des relances. Et en fait, autant. Bah, surtout en Space Marine, quoi. Hop, et encore, les Space Marines, c'est même pas les pires. Il y a plein d'armées qui ont des relances des 1 sur tout, où c'est un enfer. Là, j'ai affronté des Necrons l'autre jour en Arsenal Brisastre. Là, bon, bah, Ah oui, t'as ouais. quasiment tout qui touche à 2+, relance des 1. Bon, bah, c'est chiant, en fait. Hein. Ça veut dire que c'est de la touche auto gratos. Il n'y a pas du tout d'équilibrage entre la relance des 1 sur un truc qui touche à 4+, ou un truc qui touche à 2+. Donc, tu gagnes la relance des 1 en règle de détachement, mais ça change rien au coût en points des unités, ou tu gagnes la relance totale des touches, que tu touches à 2, à 6. Le fait de pouvoir aller pêcher des touches soutenues ou des touches fatales sur les 5 ou les 6, combiné à une relance de touche, rend le jeu complètement illisible si tu ne maîtrises pas parfaitement l'armée de ton adversaire, puisque tu n'as aucune idée du potentiel de dégâts de certaines unités. À partir du moment où elles ont une relance qui touche à 3, où ils peuvent aller chercher des touches soutenues 2 ou des trucs comme ça sur des 5+, enfin, tu as des craquages horribles liés à ça. Ouais, c'est suroptimisé, quoi. Bah en fait, si tu veux stabiliser les jets de dés, parce qu'effectivement, t'as des gens qui ont juste la poisse et qui vont toujours jeter des dés pourris, bon, je dirais, si tu joues avec les mêmes dés tout le temps et que tu fais tout le temps que des 1, achète d'autres dés. Je pense que tes dés sont juste mal équilibrés. Mais il y a des gens qui ont aussi la méga poisse, et avoir des relances, pourquoi pas. Le truc, c'est que les relances, elles devraient pas déclencher les règles spéciales. Ouais, ça on est d'accord. Quand ouais. tu relances, tu devrais pas déclencher les touches soutenues, tu devrais pas déclencher les touches fatales, tu devrais pas déclencher des blessures dévastatrices, tu devrais pas avoir le droit de relancer en tir en état d'alerte. Il y a plein de trucs comme ça qui devraient pas être possibles, je pense, pour peut-être limiter un peu la létalité du jeu et limiter les effets de bord de j'ai eu un craquage, j'ai fait 5-6. Moi, ça m'est arrivé avec une kill team Talon Strike en Deathwatch, c'est des mecs avec les bolteurs d'assaut là. Ouais, ça va piquer, quoi. Ils ont fait un tir en état d'alerte sur 3 octoliers, il restait 3 figurines dans l'unité, ça fait 9 tirs, ils ont tous soutenu 2. Et Ouais. comme c'était la cible du serment de l'instant, j'ai tout relancé, j'ai fait je crois 6-6, donc ça m'a fait un truc comme 18 touches, et j'ai lavé un pack d'octoliers en un tir en état d'alerte, juste parce que j'ai craqué. Bon, ça devrait pas arriver dans le jeu, surtout si tu veux jouer en mode compétitif et équilibré, c'est le genre de machin que tu veux absolument pas voir dans ton jeu. Donc il y a des trucs, je pense, à corriger là-dessus qui, moi, m'agacent un peu. Et puis, je trouve que ça ralentit les parties, les relances aussi. Le côté... ça tue un peu aussi le fun du jeu. Du style, mon Gretchen a chargé Reboot Gilliman. Il fait ses 3 attaques. Il fait 2-6 pour toucher, 2-6 pour blesser. Et Reboot fait un 1 sur sa save. Il est mort, c'était son dernier PV. Bon, bah là, c'est hilarant. Ouais, mais non, parce que relance de commandement, ma save à 2, elle passe. Voilà. Et toute l'action est tuée et c'est pas drôle. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Je trouve que tu butes la narration de mon jet de dés était pourri. Ah ouais, mais heureusement, je relance. Ah, c'est bon, du coup, c'est stat. Bon, je trouve ça dommage. Je trouve que ça abîme un peu le côté funky. Maintenant, je comprends pourquoi ils le font parce que, effectivement, il y a des trucs, il y a des gens qui ont juste la shkoumoun absolue et qui arrivent jamais à faire 3 jets de dés qui réussissent quoi que ce soit. Donc bon, ok. Maintenant, j'aimerais en voir peut-être un peu moins ou qui déclenchent pas les règles. Voilà. Et je pense qu'il y a une adaptation à faire là-dessus pour réduire un peu la létalité du jeu. Ouais, bon, on est d'accord, je pense qu'ils ont poussé, mais beaucoup trop loin, ce système de reroll. Moi, en tant que joueur Blood Angel, tu vois, mais parfois j'ai presque honte, quoi. Mais toute la partie, je vais tout relancer. Ouais. J'ai le serment de l'instant, j'ai les armes jumelées, j'ai les unités sous rage noire, j'ai les unités qui ont des rerolls de bless sur les objets. Je reroll tout le temps, c'est simple, je ne peux pas échouer. Quand je charge quelque chose de fort, je peux y aller en mode succès automatique. Et, bon, quelque part, je pense que
que c'est ce côté-là qui plaît également aux compétiteurs, c'est le côté stable, c'est-à-dire que quand tu prévois une action, Bah oui. elle fonctionne. Mais bon, ouais, moi je trouve que ça va trop loin et du coup ça m'a fait bien plaisir de passer 300 pages de règles à Horus Heresy et de voir qu'une reroll, il n'y en Il y a avait pas une de seule, quoi. relance. Voilà, il n'y a rien. Je crois que j'en ai pas vu non plus. Et à Old World, je regardais un peu et j'ai vu, je crois, quelques instances d'objets magiques qui te permettent de relancer un jet de dés Ouais, une fois par bataille. ouais, c'est très Et je trouve ponctuel. que ça, Ouais. bah, c'est ponctuel et ça, je trouve que tu gardes le côté fun du jeu. Tu vois, à Age of Sigmar, il y a très peu de relance aussi. C'est quasiment inexistant dans le jeu. Ouais, exact. Ouais. Et c'est vrai que bah, des fois, c'est chiant, hein, tu charges avec ton unité d'élite, tu te touches à 3+, blesse à 3+, bon bah tu fais rien. Et t'es là, bah pourquoi? Bah j'ai pas eu de chance, j'ai fait que des 1 et des 2, pas de bol. Mais c'est le jeu. Ouais, c'est le Et tu joues retour d'un vrai jeu de dés, quoi. Bah, et puis Les dés, ils vont joues en parler, quoi. conséquence. En fait, les gens te disent souvent, de toute façon, quand tu joues en compétitif, te plaindre des jets de dés, c'est pas malin parce que un bon joueur joue en sachant qu'il peut louper son action et donc tu stabilises en utilisant tes trucs. Sauf qu'en fait, bah, tu vois quand même clairement que les seules unités qui sont jouées, c'est celles qui ont des rerolls de partout. Des relances de touche, des relances de blessures, des relances de 1, les détachements qui te donnent des relances. C'est ça qui est joué par les compétiteurs dans la majorité des listes. Donc en fait, ils veulent quand même bien stabiliser le volume de dés. Si jamais il n'y avait pas de relance, bah, les compétiteurs joueraient en stabilisant leur plan de jeu pour s'assurer que tu investis plusieurs ressources pour tuer un truc adverse et tu te bases pas juste sur la stat du jet de dés. Ça marcherait aussi très bien, il n'y a pas besoin de ces relances pour que le jeu soit compétitif. Bah ouais, c'est une mécanique plus saine en fait, et j'ai envie de dire, Ouais. c'est un move beaucoup plus stratégique, donc en fait plus intelligent, je pense. Ouais, et puis tu peux en garder. Tu peux dire que certains personnages forts donnent des relances autour d'eux. Tu peux avoir des stratagèmes ou des détachements qui te donnent des petites relances, mais tu devrais pas en avoir partout. Enfin, il y a Ouais, quelques ouais. armées qui vont râler parce qu'ils en ont pas. Hein, quand tu joues Astra Militarum, Admech et tout, bon bah les relances tu connais pas trop. Hein, mais quand tu joues Orc, hein, c'est pareil, les relances c'est pas la fête. Mais il y a plein d'armées qui en ont à blinde de partout et bon bah c'est vrai que ça pourrait être un petit peu plus, on va dire lissé pour réduire un peu ça. Après, ça n'est que mon avis, il y en a qui adorent ça. Hein. Je me suis fait écharper en commentaire quand je dis que j'aimerais que ça dégage ou que ça soit limité. Donc il y a probablement plein de gens qui trouvent que c'est merveilleux les relances. Mais moi, c'est vrai que je trouve que là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup trop dans le jeu. Et du coup, tu as presque cet effet de quelle règle on va donner à tel détachement? Bah, relance D1, touche ou blessure? Bah, les deux, ok. Les deux. Qu'est-ce qu'on a comme stratagème? Bah, on a qu'à donner une relance des touches. Ah, on voudrait faire du fort. Bah, relance des blessures, ok. Un PC? Ouais. Bon, voilà, je trouve que du coup les règles sont pas très innovantes dans plein de cas parce que t'as toujours le côté t'as un truc qui donne touche soutenue, un truc qui donne touche fatale ou au choix entre les deux, t'as un truc qui donne une relance des 1, un truc qui donne une relance des touches, un truc qui donne une relance des blessures et du coup t'as déjà tes 5 règles de base que chaque armée va quasiment avoir dans chaque détachement. Bon, c'est un peu limité je trouve en termes de créativité du coup. Ouais, j'avoue, côté rédaction, les choses sont quand même un peu génériques. J'ai trouvé les débuts de la V10 très bons pourtant en termes d'écriture. Et après, quand on a vu apparaître les premières armées qui, en fait, où les règles c'était, ok, toute l'armée à touche fatale. Là, j'ai vu venir le truc, j'ai fait, oh putain, ça va. Les mots-clés, on va les voir partout, tout le temps. Mais bon, il y a quand même eu des bonnes surprises dans tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé les détachements grosse masse en globalité, les armées où tu peux jouer des alliances comme les Drukhari avec les Arlequins. Ouais. Il y a quand même eu quelques petites pépites, je trouve, en termes d'écriture, ce qui fait que bah, pour moi, cette V10, finalement, elle donne à manger à tout le monde. Totalement. Elle donne à manger autant aux méta chaser qu'à l'amoureux de petits jeux narratifs qui racontent des choses. Mais du coup, je trouve qu'en la matière, on a quand même bien balayé les choses, je pense, mon cher Nico. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu veux annoncer quelque chose pour le futur de la chaîne? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois pour toi? Non, bah déjà, juste pour préciser que je te rejoins totalement sur la partie V10, hein, je trouve que le système de règles est excellent, qu'il ne faut pas le voir comme un blocage anti-narratif, le système n'est pas un système de règles compétitif. Le système de règles est un système qui a des abstractions pour simplifier la lecture de la table. Donc effectivement, on s'éloigne du côté représentation physique de la figurine et visibilité physique. Ouais. On a des abstractions autour de ça, mais il n'empêche pas du tout le jeu narratif. Et même si je fais un peu le ouin-ouin sur certaines règles et certains trucs, globalement, je trouve que le système est quand même très fun à jouer et très intéressant. Donc faut donner une chance au jeu narratif et pas essayer de jouer avec le mode match play tout le temps et vous verrez que le système fonctionne quand même très bien. Maintenant, pour tout ce qui est chaîne, non, là, on va se concentrer un peu justement sur la partie narrative. Hein. Donc j'ai
j'ai, comme je le disais, une partie qui sera filmée demain pour continuer la campagne Emperor's Children contre Deathwatch, donc ça va être un peu la continuation de ça. J'ai une partie avec les Orcs qui sera filmée la semaine prochaine, donc rapport de bataille sans doute la semaine d'encore après. On est en discussion aussi avec un pote pour qu'il avance sur la peinture de ses Necrons et qu'on fasse des rapports de bataille Necron versus Admech sur des tables avec que des décors Necron et un peu d'Admech par-ci par-là pour raconter un truc cool. Cool. Plein d'idées, plein de trucs fun, et puis sans doute peut-être aussi quand j'aurai assez avancé sur ma peinture Old World, des décors Old World et tout, probablement aussi peut-être un peu de Old World sur la chaîne pour tâter le terrain et puis voir un peu, expliquer peut-être les règles aux gens qui connaissent pas, ce genre de choses pour montrer que le jeu est quand même très très cool aussi, parce que là encore en lisant les règles on se rend compte que c'est du pur fun. Eh bien, excellent, c'est une actualité foisonnante hein, qui s'annonce, quoi, c'est cool. C'est cool. Bah écoute, le jeu narratif en avant, moi je vote pour, naturellement, hein, c'est pas un peu la thématique du moment du podcast. Eh bien voilà, là, les gars, c'est le moment de prendre le pouvoir, c'est le moment de proposer des alternatives et c'est très cool de t'avoir un peu comme allié et que tu vas te mettre à en parler plus fréquemment. Bah écoute, mon cher Nico, je te remercie pour ta participation à cette petite émission estivale, même si c'est bientôt la rentrée, hein, c'est fini la branlette maintenant. Bah écoute, Oui. je te laisse le mot de la fin et moi je salue tous mes petits amis ruralistes et je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions à thématique jeu narratif évidemment. À vous, monsieur Nico. Eh ben, merci de m'avoir reçu sur le podcast. Et puis, merci à tous de suivre ce petit épisode. N'hésitez pas à aller regarder la chaîne YouTube si vous ne connaissiez pas Décontracté du Cétan, du Ctan, comme vous voulez le prononcer. Et puis, restez branchés pour voir un peu tout ce qui arrivera là-dessus. Et avec plaisir, ou au plaisir en tout cas, de réapparaître pour discuter du jeu narratif. À plus!